Manchette aujourd'hui, Bombardier sous la loupe, démystifier le cégep, des millionnaires du cannabis et en entrevue, M. Jean-François Gagné, directeur adjoint de l'école secondaire de la Montée. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre bulletin de la salle de nouvelles. Le lundi 12 mars 2018, un avion bangladais s'est écrasé au Népal, entraînant dans la mort tous ses occupants. L'avion a été fabriqué dans une usine de la compagnie Bombardier. Siloé Vachon, Daphné Landry et Alejandro Valencia se sont penchés sur les conséquences de ce tragique accident. En effet, il y a 2 semaines, jour pour jour, un avion bangladais s'est écrasé au Népal, faisant 49 morts et 22 blessés. C'était le 2e écrasement d'avion en moins de 24 heures. Les 2 avions étaient de la compagnie Bombardier. Nous sommes allés voir Mme Jacinthe Cloutier, professeure de droit à l'école de la Montée-le-Bert, sur quels sont les dangers pour Bombardier et quel est le rôle du spécialiste engagé par la compagnie. Il y a plusieurs risques, en fait, pour la compagnie. On peut premièrement avoir une question de responsabilité. Est-ce que, lors d'un écrasement d'un avion Bombardier, on peut rendre responsable la compagnie d'un bris ou d'un défaut de l'appareil? Ça peut être aussi un risque, c'est plus de l'opinion publique. Est-ce qu'on a le goût de prendre un avion de Bombardier suite à un écrasement ou avoir tendance à aller vers une autre compagnie? Donc, il y a un risque aussi au niveau de la réputation. Bien, c'est de supporter l'enquête. Donc, souvent, c'est des personnes qui vont agir en tant que conseillers. Donc, à savoir, avec les autorités locales, avec la compagnie aérienne aussi, à déterminer est-ce que c'est le Bombardier qui est responsable au niveau de son appareil ou c'est la compagnie aérienne au niveau de l'entretien, du suivi, ou c'est une erreur humaine. Est-ce que c'est le pilote qui a commis une erreur, etc., afin de déterminer la vérité. Puis, s'il y a lieu, bien, d'établir la responsabilité de la compagnie telle que Bombardier. La compagnie Bombardier ne sait pas la cause des écrasements, mais ajoute que plus de 500 avions du premier écrasement sont en service en ce moment. La compagnie présente leurs sincères condoléances aux familles et leurs pensées sont tournées vers eux. Nous attendons toujours le rapport des écrasements. Ici Daphné Landry à l'école secondaire de la Montée pour la salle des nouvelles. Depuis quelques années, le Cégep propose aux étudiants un projet pour démystifier le collège. Ce projet s'adresse aux élèves de 5e secondaire. Noémie Paquin a interrogé José Lange ainsi que Yann Duchamp-Roy. Depuis plus d'1 an, un nouveau projet a été mis en place pour aider les élèves du secondaire. La démystification du GEP. José Lange et Yann Duchamp-Roy ont accepté de nous rencontrer pour nous parler de ce sujet. Nous sommes plusieurs à nous poser la question depuis un certain moment, qu'est-ce que la démystification du cégep et pourquoi? Bien, la raison pour laquelle le projet a été créé dans le passé, c'était justement qu'on se rendait compte que les étudiants qui arrivent au cégep ont beaucoup de choses à apprendre parce qu'il y a beaucoup de différences. Donc, au départ, ce qu'on souhaitait avoir, c'était un mentor pour chacun des étudiants qui arrivent. Comme c'était impossible, le projet a évolué vers les visites dans les classes de 5e secondaire. Depuis que le projet a commencé, avez-vous remarqué que plus d'étudiants organisés à la rentrée? C'est difficile de prendre une mesure, mais on sait par expérience, parce que moi, ça fait quelques années que je le fais, puis il y a des étudiants qui arrivent qui ont déjà reçu la visite de nos étudiants lorsqu'ils étaient en 5e secondaire, puis ils disent qu'ils ont apprécié ça, donc je ne sais pas. Si je peux donner un exemple, comme moi, pour ma part, j'avais pas eu la rencontre dans ma classe quand j'étais au secondaire des étudiants du cégep de Sherbrooke pour la transition secondaire-cégep. Pour moi, c'est sûr que d'arriver au cégep avec aucune information, ça aurait été difficile. Une chance, j'ai été encadré par mon équipe de football, que les vétérans m'ont aidé à faire le cheminement, mais c'est sûr qu'entre un étudiant qui n'a pas eu d'informations lors de son entrée au cégep et un autre qui en a eu via nous, dans le fond, ça peut un peu toucher à l'ampleur que tu parlais tantôt. C'est sûr qu'en aidant les étudiants, ça peut leur aider à rentrer au cégep. La légalisation de la marijuana approche, mais certaines personnes sont déjà millionnaires grâce au cannabis. Notre équipe Maude Bédard, Frédéric-Alexandre Savoie, Olivier Poulain et Olivier Rodrigue ont voulu en savoir davantage sur ce sujet. Plus de 77 Canadiens sont devenus millionnaires grâce à la production de cannabis, même si celui-ci n'est pas encore légal. Cette situation peut sembler inquiétante pour les autorités en vue d'ouvrir leurs portes au blanchiment d'argent.
Nous avons donc interrogé Jacinthe Cloutier, professeur de droit à l'école secondaire de la Montée-le-Bert, à ce sujet. Est-ce que ces producteurs qui ont investi dans le cannabis peuvent être inculpés de quelque chose car ce n'est présentement pas légal? Non, parce que premièrement, il y a des permis possibles concernant le cannabis médical. Donc, il y a déjà des entreprises qui existent. Fait que plusieurs ont investi dans ceux-ci et qui pourront éventuellement agrandir leur entreprise pour faire du cannabis récréatif. Mais il y a aussi des gens qui ont demandé des permis pour pouvoir, en prévision de changement de loi, commencer à faire leur entreprise au niveau du cannabis récréatif. Okay. Présentement, est-ce que ces producteurs millionnaires créent une influence sur l'économie de notre pays? Sinon, vont-ils en créer une lors de la légalisation? C'est une grosse affirmation. Je pense, pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Il y a quand même une bulle économique dans le sens que à la bourse, ça a augmenté énormément. Mais est-ce que ça va... C'est calculé sur quoi? Sur des productions qui sont encore virtuelles. Donc, c'est des chiffres, c'est des estimations. Mais pour le moment, certains s'enrichissent. Mais est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça va s'écraser? Est-ce que si tout le monde investit dans le domaine, ça va avoir un effet positif? Ça reste encore à confirmer. C'était Olivier Poulain pour la salle des nouvelles à l'école secondaire de la Montée-le-Bas. En date du 14 mars dernier, le premier ministre Justin Trudeau a accusé officiellement la Chine de vendre de l'aluminium et de l'acier à un prix réduit, ce qui contrevient aux règles du commerce international. Il expliquait que le Canada a mis en place des normes visant à bloquer la concurrence envers nos industries et nos travailleurs canadiens. Le Canada est officiellement le premier fournisseur d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Il a besoin de l'appui du président américain dans ce dossier pour maintenir ses exportations à l'étranger. La Chine se défend de faire du dumping en répliquant que ce problème est un problème planétaire et qu'aucun pays ne le résoudrait en se critiquant mutuellement. Les boissons sucrées fortement alcoolisées ont fait l'objet de plusieurs critiques et mises en garde de la part des groupes de prévention. Mais ces dernières années, plusieurs cas d'intoxication ont frappé le Québec. Athéna Gervais, une adolescente de 14 ans, a disparu le 26 février en après-midi. Elle a été retrouvée morte dans un ruisseau derrière son école secondaire après avoir bu des canettes de type Four Loko et Fucked Up. Le gouvernement du Québec a ensuite demandé aux commerçants de retirer ces boissons sucrées à haute teneur en alcool des dépanneurs et des épiceries, avant d'opter pour une loi qui interdira la vente de ces produits ailleurs que dans les succursales et SAQ. Un pas vers la bonne direction selon Éducalcool. Toujours, le 14 mars dernier, la Chambre des représentants américains a décidé d'investir un budget de 75 millions de dollars dans la sécurité des écoles dans le but d'empêcher de nouvelles fusillades. Des agents qui ont été appelés après qu'un enseignant dans l'État de la Californie eut tiré par mégarde dans le plafond de sa classe. Celui-ci voulait seulement montrer à ses élèves comment désarmer quelqu'un lors de son cours. La communauté locale de la police a publié sur Twitter que personne n'a été gravement blessé. Par contre, des débris du plafond ont atteint un élève qui a éraflé ce qui lui a éraflé au niveau du cou. Ces derniers mois, les Rohingyas ont dû fuir le Myanmar à la suite de l'attaque de l'armée birmane. Installés au Bangladesh, dans un camp de réfugiés très précaire, les centaines de milliers de Rohingyas craignent la mousson. Ottawa a donc décidé de donner 8 millions de dollars en aide humanitaire aux organismes sur le terrain pour mettre en place des mesures d'atténuation. Chaque année, la saison des cyclones cause d'importants dommages matériels et de multiples pertes de vie. La menace pèse encore plus lourd en raison de l'exode des Rohingyas. Reste à savoir si les mesures seront suffisantes pour sauver tous ces dommages. Après la pause, le volet culturel, plein feu sur des voyageurs et en entrevue, M. Jean-François Gagné et les classes d'accueil de l'école secondaire de la Montée.
Marianne Desbiens. Ne m'oubliez pas la prochaine fois. La cyberdépendance se traduit par l'usage excessif d'Internet et de nouvelles technologies. C'est une utilisation persistante et récurrente des technologies ou des moyens de communication offerts par Internet qui engendre des difficultés chez l'individu. La cyberdépendance peut amener un sentiment de détresse et des problèmes au niveau psychologique, social ou professionnel. Il existe de plus en plus de solutions pour se sortir de la cyberdépendance, comme des psychologues spécialisés. Les écoles de la ville de Sherbrooke deviennent de plus en plus multiethniques. Pour preuve, l'école secondaire de la Montée a ouvert une 7e classe d'accueil cette année. Vincent Lefebvre s'est entretenu avec le directeur adjoint pour parler de ce sujet. Nous avons dans l'école de la Montée 113 élèves des classes d'accueil. Mais est-ce que ça a un impact? C'est sûr que nous, on a fait le choix, effectivement, on a 7 classes d'accueil à l'école de la Montée, mais on a 2 au pavillon Saint-François, puis 5 ici. D'accord? 5 au pavillon là-bas. Donc, c'est effectivement un choix qu'on a fait de ne pas rassembler toutes les classes d'accueil au même endroit, les 7, pour justement qu'on ne se retrouve pas avec trop d'élèves en accueil. Puis, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le comité interculturel qui permet de diminuer les préjugés, des fois les craintes aussi de certaines personnes, puis de prendre conscience qu'on est, peu importe notre origine, 100% humain. Nous savons qu'il y a 2 points d'accueil à Sherbrooke, mais pourquoi juste il n'y en a pas ailleurs dans d'autres écoles? Ouais. En fait, il y a 3 points de service, 3 écoles secondaires qui reçoivent des élèves en accueil. Il y a l'école de la Montée, qu'on a 7 classes d'accueil. Il y a l'école internationale du Phare aussi, qui ont 5 classes d'accueil. Puis il y a l'école Mitchell-Montcalm, qui ont 3 classes d'accueil cette année. La raison pour laquelle nous, on a plus, c'est essentiellement parce que les élèves, actuellement, quand ils arrivent ici au Québec, viennent s'installer dans notre secteur, dans l'est de la ville. Donc, c'est pour ça qu'on a actuellement le plus gros point de service en accueil en Estrie. Puis, on sait que la majorité est afghane, des classes d'accueil, mais pourquoi il n'y en a pas d'autres nations qui viennent? C'est par vague. Là, actuellement, effectivement, j'estime à peu près cette année au moins 80% que les jeunes sont d'origine afghane, qui ont passé habituellement par le Pakistan. Mais une année, ça peut être d'origine arabe, d'origine Afrique subsaharienne. Dans les 11 nouveaux élèves qu'on a reçus aujourd'hui, c'est leur première journée d'école d'ailleurs, il y en a 2 qui sont d'origine colombienne, donc ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Notre contrôle, dans le fond, c'est de prendre soin d'eux quand ils arrivent, puis leur faire apprendre rapidement la langue française. Content de mes réponses? Oui. Une nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes dans une maison des jeunes située à Sherbrooke. Laurie Carbonneau nous rapporte l'événement. Le 17 mars dernier, une nouvelle bibliothèque a été inaugurée dans la Maison des jeunes Spot Jeunesse de Sherbrooke. La bibliothèque a récemment été dévoilée par la coordonnatrice de cette Maison des jeunes, Roxane Baudet, accompagnée de l'intervenant Raphaël Bérubé et de David Goudreau. David Goudreau est un travailleur social diplômé de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi un slameur, un chroniqueur, romancier, un dramaturge et un poète. Il a d'ailleurs été le premier Québécois à remporter la Coupe du monde de poésie à Paris en 2011. Ce dernier, qui se promène beaucoup dans les écoles et qui souligne que les jeunes ont toujours de l'intérêt pour la lecture, malgré toutes les technologies qui les entourent,
a contacté plusieurs maisons d'édition dans le but d'offrir plusieurs livres neufs à la nouvelle bibliothèque qui porte justement son nom. La coordonnatrice, Mme Baudet, semble satisfaite du résultat et confiante face à l'impact qu'aura ce nouvel endroit sur les jeunes. Elle mentionne que la bibliothèque sera non seulement ouverte aux jeunes, mais aussi aux adultes du quartier. Difficile de ne pas être impressionné par l'initiative des jeunes de cette maison jeunesse qui ont fait part, il y a environ 1 an, de leur désir d'avoir une place pour lire. Cela démontre bien que tout est possible lorsqu'on a de la volonté. C'était Laurie Carbonneau, à l'école de la Montée-Lebert, pour la salle des nouvelles. Comment réaliser son rêve? 2 jeunes, Alexandre Bilodeau-Desbiens et Julie Carrier, ont parcouru le monde pendant 5 ans durant leurs études collégiales. Lors de leur parcours, ils ont pu apprendre beaucoup sur le monde et surtout approfondir leurs connaissances sur eux-mêmes. Signamana Anzurni, Jason Pépin, Rindo et Cédric Gilbert ont assisté à la conférence. Vendredi, le 16 mars dernier, plus de 230 élèves de 3e secondaire ont assisté à la conférence « Comment réaliser son rêve ». Mais pourquoi je voyage? C'est la curiosité d'aller à la rencontre des autres cultures, la nourriture, découvrir plein de choses, se découvrir aussi soi-même à travers nos expériences. C'est ce qui motive d'aussi longs voyages, je pense. Nous, une de nos passions principales, tous les deux, que Julie et moi, on partage, c'est le voyage. Moi, particulièrement, la randonnée, le camping, le plein air. Donc, plein air, là, c'est un peu... c'est assez large, là, canot, escalade, kayak, tout ça. Dernière question, par rapport à votre sac à dos qui est en arrière, c'est pour un prochain voyage? En fait, ça c'est mon sac à dos que je traîne en voyage toujours, oui. C'est ce que j'ai sur mon dos. C'est ce qui me permet, parce que c'est un sac à dos qui permet de faire le donner, qui permet de voyager, mettre facilement dans un train, dans un autobus, qui permet de marcher avec longtemps. Donc, vraiment, multifonction, pas mal plus qu'une valise. Donc, ça, c'est le mien. Julie en a un qui ressemble un peu à ça, qui est vert, mais on voyage avec ça. Ouais. Comment as-tu trouvé la journée de la conférence? Comment réaliser ton rêve? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a prouvé qu'on pouvait commencer de rien puis se rendre très loin. J'ai trouvé ça impressionnant qu'à partir d'un loisir, ils en ont fait un milieu de travail. C'est ici que notre bulletin nouvelle se conclut. À la réalisation, Marlène Lermant et Cassandra Lessard. Vos lectrices Serena Marcotte et moi-même Chloé Caron, écoutez bien la musique du bulletin. Il s'agit d'une création originale des élèves en concentration musique à l'école Mitchell-Montcalm. Merci et à la prochaine fois.